Bonjour à tous. Merci beaucoup à Sébastien et puis aussi l'Observatoire d'avoir organisé ces 2 jours de conférence qui permettent de mettre en valeur des très beaux projets, projets qui ont, pour celui-ci là, qui est cofinancé par le ministère de la Sécurité publique et puis tout le travail sur les infras vertes et bleues par l'Observatoire. Donc, je vais faire la présentation avec Santiago Varsi, qui est auxiliaire de recherche dans l'équipe à réaction et qui est aussi étudiant à la maîtrise et qui fait un mémoire sur le sujet. Donc, vous voyez ici le titre, un scénario innovant, stratégie résiliente d'aménagement du territoire, avec un cas d'étude, le cas de Saint-André d'Argenteuil. Donc, on va vous présenter l'objet de cette recherche. Comme vous pouvez le voir, c'est une recherche qui implique d'autres chercheurs, avec des collaborateurs, Pascal Biron de l'Université de Concordia, Éric Daniel Lacombe, architecte, qui nous a vraiment inspirés concernant la future architecture, les possibles à Saint-André d'Argenteuil, et puis François Anctil, qui est professeur à l'Université Laval. Et puis, on a aussi toute l'équipe à réaction qui a participé à ce projet. Donc, le plan de présentation, on va commencer par faire un portrait des risques liés aux inondations pour comprendre les enjeux. Ensuite, le contexte territorial de Saint-André d'Argenteuil. Le scénario proposé par la municipalité en 2019. Il faut savoir qu'en 2019, la municipalité de Saint-André, avec son maire, sont venus nous chercher justement, Pascal Biron et moi-même, pour réfléchir, aussi avec le ministère de la Sécurité publique, pour réfléchir à une reconstruction, un réaménagement de la municipalité. Donc, on a commencé la réflexion avec eux. Nous avons aussi, en tant qu'équipe, développé des scénarios à l'échelle de la municipalité. Et donc, on va vous présenter ces différentes stratégies de réaménagement résilient. Donc, très important, ces démarches innovantes s'insèrent dans un projet de recherche qui a été développé par le ministère de la Sécurité publique, nous, l'équipe à réaction, et forcément aussi cofinancé avec l'OIC pour réfléchir en particulier sur l'importance des infrastructures vertes et bleues dans ce réaménagement. L'objet de la démarche et du travail avec le ministère de la Sécurité publique était vraiment de travailler premièrement sur des indicateurs de résilience avec une approche multicritère pour l'évaluation de cette résilience. Donc ça, c'est fondamental. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que généralement, quand on parlait d'enjeux, on parlait surtout de dommages aux bâtiments. Or, quand on veut réfléchir à la résilience, forcément, on a le cadre bâti, on a la population, on a l'environnement. Et donc, on est allé chercher d'autres types d'indicateurs pour pouvoir calculer cette résilience. Et puis ensuite, on a développé cette approche qui est plus une approche là, de cadre bâti, qui s'insère aussi donc bien dans l'observatoire, pour aller voir comment reconstruire, quelles sont les idées possibles pour reconstruire cette municipalité. Alors, vous voyez ici la localisation des secteurs à l'étude. Peut-être que Santiago, tu veux présenter les différents secteurs à l'étude sur lesquels on a travaillé? Bien sûr. Donc, on a 3 secteurs principaux qui ont été touchés par les inondations, à la fois 2007 et 2019, à des degrés différents. Donc, on a premièrement, plus au nord-ouest, on a le secteur de la rue Fournier, que vous voyez sur la rivière des Outaouais, qui est celui qui a été le moins touché, si on veut. C'est plus peut-être des questions d'inaccessibilité qui avaient lieu lors des inondations, mais ça, on vous présentera tout à l'heure. On a ensuite au sud la terrasse Robillard qui s'étale vraiment, qui embarque vraiment sur la rivière, et la baie Carillon à l'est, qui sont les 2 secteurs qui ont été le plus durement touchés, dans le fond, par les inondations. Et rappelez-vous bien des termes parce qu'on va beaucoup vous parler en fait de ces 3 secteurs. Forcément, quand on réfléchit sur les inondations, il faut comprendre le risque. Et le risque, il est composé de l'aléa et de la vulnérabilité. Vous voyez ici une cartographie de cette inondation avec la zone inondable 100 ans pour la rivière des Outaouais. Et vous pouvez réaliser, ce qui est en rouge, c'est plus de 90 centimètres d'eau. Donc, on se rend compte quand même qu'en effet, Terrasse Robillard, Bec-Carillon sont des secteurs qui sont très touchés, qui sont vraiment sous l'eau quand on a des inondations importantes, alors que la rue Fournier est impactée de manière un petit peu plus différentielle. Ce qui est important pour le secteur de la Bec-Carillon, vous pouvez voir que vous avez des secteurs qui sont moins inondés, mais qui sont complètement isolés. Donc ça fait partie
partie vraiment de notre dynamique. Et l'autre point important, c'est aussi qu'on a des inondations de deux rivières, la rivière des Outaouais, qui a quand même un débit très, très important, la rivière du Nord, qui a inondé aussi, donc en 2019, les deux rivières inondent. Parfois, ces inondations sont synchrones, elles peuvent être asynchrones, on peut aussi avoir des embâcles. Donc, tout cela fait qu'on a quand même un système complexe, mais qui malheureusement génère des risques. Quand on parle de caractérisation de l'aléa, de plus en plus, il est aussi important d'impliquer, d'intégrer la vitesse d'écoulement. Vous pouvez voir ici l'importance de cette vitesse, donc des données de Michel Leclerc en 2021. On a fait un énorme effort d'actualiser toutes nos données. Et donc, on peut très bien voir à quel point la rue Fournier, la terrasse Robillard sont en danger par rapport à cette vitesse qui peut être vraiment importante. Et quand on parle de vitesse, c'est forcément l'écoulement, mais ça va être aussi les débris qui vont être apportés par l'eau. On a travaillé avec différents types de données et d'analyses. Vous voyez ici les enjeux liés à la dangerosité pour une crue 10 ans. Pourquoi la dangerosité? Parce que c'est un indicateur extrêmement pertinent dans le contexte des inondations, puisqu'il implique la vitesse, la profondeur de l'eau et la présence de débris. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir cartographier cet indice. D'ailleurs, là, c'est Santiago qui l'a cartographié. Et qu'est-ce qu'on peut voir avec cette carte Santiago? Pourquoi est-ce que c'est important d'intégrer ce type d'indicateur? On peut voir donc avec l'indice qu'Isabelle vient de décrire, que malgré, on a un secteur ici qui est peut-être moins touché, on voit quand même les résidences en bleu turquoise qui ne sont pas nécessairement dans l'eau ou dans l'indice. Sauf qu'on a un indice élevé de dangerosité. Il y a des seuils aussi qu'on utilise dépendamment. Et on peut voir que tout ce qui est jaune, c'est déjà un seuil qui est considéré dangereux pour une grande partie de la population. Et ces maisons-là, même celles qui ne sont pas dans l'indice, elles sont entourées de cet indice-là. Ça crée des espèces d'îlots, si on veut. Donc, c'est des îlots de dangerosité. Absolument, et très, très, très souvent, ça a été dû à un remblayage qui s'est fait dans les années précédentes. Et en fait, on a des petits îlots qui sont complètement isolés. Si vous regardez Terrasse Robillard, là, on est complètement dans l'eau, donc quand même avec des situations plutôt dangereuses quand ça inonde. Et puis pareil pour Bec-Carillon, donc encore ici peut-être hybride, avec une situation de dangerosité très importante, mais quand même des secteurs qui vont être non inondés, mais très isolés. Donc forcément, pour les secours, c'est très embêtant quand on doit aller s'occuper des citoyens qui sont restés dans leur maison. Alors, on a fait d'autres types de diagnostics. Vous voyez ici la submersion 100 ans avec le bâti. Donc, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a eu accès à des données très spécifiques sur les bâtiments pour voir le type d'inondation au niveau du premier plancher, par exemple. Et donc, on a aussi encore fait d'analyse par rapport à l'accessibilité. Puis, vous pouvez voir ici, pour l'exemple de la rue Fournier, qu'on a quand même un certain nombre de bâtiments qui sont inaccessibles, d'autres qui sont submergés au sous-sol. Donc, forcément, c'est important quand vous avez des chambres d'enfants dans les sous-sols, et puis aussi au premier plancher. Donc, toutes ces données nous permettent, c'est très important, d'établir des diagnostics. Vous pouvez voir, je vous ai passé la terrasse Robillard, ici vous avez Bec-Carillon, et on voit aussi en vert, très important, les démolitions en 2017 et 2019, puisque on a quand même eu certaines démolitions, puisque certains de ces bâtiments étaient inondés à plus de 50%, donc beaucoup de dommages. Et dans ces cas-là, le ministère de la Sécurité publique apporte un financement pour dédommager les citoyens et s'assurer qu'ils ne soient plus en danger. Donc, on a quand même déjà des territoires qui sont en métamorphose avec un certain nombre de maisons qui sont parties. Quand on regarde les diagnostics, on a établi un certain nombre de diagnostics. On voit que, par exemple, ici, on va prendre la terrasse Robillard, on a 44 bâtiments à risque d'inaccessibilité, 22 bâtiments avec submersion au rez-de-chaussée, 15 bâtiments avec submersion au-delà du rez-de-chaussée. Donc, on se rend compte qu'on peut quand même avoir des données très, très précises qui vont nous permettre ensuite d'établir des scénarios. Autre élément très important, on le sait très bien, les coûts sont majeurs quand on veut établir des scénarios, des décisions, des stratégies de réaménagement. Donc, on a établi avec notre équipe d'ingénieurs, on travaille aussi avec des ingénieurs, Esther et Martin, qui sont très forts pour tout ce qui est quantification des enjeux de dommages. Et donc, on peut voir ici dans les différents secteurs qu'à chaque fois, c'est quand même la Bec-Carillon qui a le plus de dommages, le plus de nombre de bâtiments et de ménages exposés, avec une valeur annualisée. Donc ça encore, c'est important pour réfléchir aux stratégies.
Tout à l'heure, je vous parlais de notre première démarche qui était de développer des indicateurs. Donc, on a travaillé avec l'indicateur du MSP, donc les dommages au bâtiment annualisés, et on a développé, on a créé des nouveaux indicateurs. Donc, les coûts de santé mentale, très importants, on le sait très bien que c'est fondamental après les inondations. Les coûts pour la municipalité, les coûts directs et indirects, et enfin les bénéfices environnementaux. Je passe un petit peu rapidement parce que on n'a pas tant de temps que ça, mais vous pouvez voir que c'est important d'aller chercher ces autres coûts ou bénéfices qui sont très importants quand on va réfléchir à un réaménagement après inondation. Donc, quand on regarde ici pour la récurrence 100 ans, on peut voir ces coûts avec les dommages au bâtiment, les coûts pour la santé, pour la municipalité. Et puis, vous allez voir ensuite, quand on va faire notre scénario, ce qu'on gagne et ce qu'on perd par rapport à un réaménagement. Ce qui est important, je vous le disais tout à l'heure, quand on regarde le risque, on a l'aléa, donc on a vu l'aléa, mais on a aussi la sensibilité sociale. Donc ici, on travaille beaucoup avec plein d'indicateurs, que ce soit des indicateurs sur le revenu, sur l'âge, etc., ce qui nous permet d'aller comprendre les enjeux plus sociaux du territoire. Donc, vous voyez ici, par exemple, avec Carillon, on se rend compte que on a un revenu moyen qui peut être moins fort, avec des populations qui peuvent être aussi à un ménage. Donc, ça va être des enjeux plus importants quand on doit se remettre d'une inondation. Quand on regarde la sensibilité territoriale, la bonne nouvelle à Saint-André-d'Argenteuil, c'est que les infrastructures essentielles ne sont pas en zone inondable. Vraiment, ce qui va être en zone inondable, c'est plutôt le bâtiment. Et forcément, c'est ce qu'il va falloir améliorer pour le futur. Pour comprendre et aller vers un réaménagement du cadre bâti, forcément, il va falloir avoir des informations sur le contexte territorial. Donc, vous pouvez voir ici l'évolution et la dynamique d'urbanisation. Et on voit très bien, et ça c'est quand même assez récurrent au Québec, petit à petit, on s'est installé sur les berges, on aime l'eau, on va avoir une vue sur l'eau. Donc, jusqu'en 2017, des chalets se sont transformés en maisons, des nouvelles maisons ont été construites, mais malheureusement, dans des zones qui sont des zones quand même vraiment à risque. On parlait de démolition, rénovation, reconstruction, immunisation. Ce qui est un petit peu complexe depuis les inondations de 2017-2019, c'est qu'on se rend compte que sur un même secteur, on peut avoir des démolitions. Vous voyez ici, on a 29 démolitions en 2017, 32 en 2019 sur l'ensemble de la municipalité, mais aussi de l'immunisation et aussi de la reconstruction. Donc, ça fait que nous, en tant qu'équipe, on veut vraiment pousser la démarche et la recherche au niveau des secteurs et pas juste au niveau du bâtiment. Un bâtiment peut être résilient dans une zone à risque. Donc, est-ce que c'est résilient globalement? Non. Alors, il est vraiment fondamental de réfléchir en termes de secteur. Vous pouvez aussi voir qu'entre 2017 et 2021, là, on a eu des ventes et des achats dans des zones très à risque. Donc là encore, en tant qu'équipe, on est en train de pousser pour des programmes comme des programmes de préemption qui pourraient permettre à des municipalités de cibler des secteurs où on doit éventuellement avoir une renaturalisation et empêcher un rachat de population qui n'est pas forcément au courant des dangers encourus. Donc, ici, je vous présente le scénario de la municipalité de 2019. Bon, c'était surtout sur le secteur de la rue Fournier, que vous avez vu, qui est quand même assez, avec une dangerosité assez importante, avec une réflexion de relocalisation. On est aussi allé chercher des exemples à l'international pour montrer qu'on peut avoir un aménagement résilient en zone inondable constructible à partir du moment où on prend en note, avec beaucoup de sagesse, les enjeux et on travaille avec des hydrauliciens, des architectes du paysage, des architectes pour pouvoir redévelopper des quartiers qui peuvent être inondés. Hein, vous regardez, 2016, ça a été inondé, mais comme disait le Monde, le titre le Libération, excusez-moi, un quartier touché mais pas coulé. Donc pas de dommages, ça a été construit pour être inondé. Pareil pour les portes du Vercors. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit très bien à l'international qu'on peut quand même construire en zone inondable, mais zone inondable constructible, hein, avec des inondations qui soient faibles, voire moyennes. On est aussi allé chercher des exemples aux États-Unis avec le Gentilly Resilient District, mais là, c'est plus concernant les infravertes et bleues, puisque c'est complètement fondamental quand on redéveloppe un quartier d'intégrer ces infrastructures. Alors, le scénario que nous proposons,
J'avance. Vous voyez ici certains principes, délocalisation des bâtiments avec une hauteur d'eau et de submersion de 30 cm, puisque c'est dangereux quand on veut aller porter secours aux citoyens. Une relocalisation au sein de la municipalité, ça c'est fondamental, ça permet à la municipalité de ne pas perdre ses taxes foncières. Donc c'est pour ça qu'on a pensé à donner des options aux citoyens qui devraient éventuellement changer de localisation. Et puis la renaturalisation des parcelles, des bâtiments relocalisés, parce que ça nous permet d'avoir des bénéfices environnementaux que nous avons calculés. Donc vous voyez ici, toutes ces stratégies ont été calculées et on se rend compte qu'on a quand même des bénéfices importants avec une économie de plus de 1 million de dollars. Donc ça, c'est majeur, très important comme résultat. Donc, entre diagnostic et stratégie, donc des cartes faites par Santiago, est-ce que tu veux expliquer Bien rapidement? sûr. Vous avez la carte qui se trouve à la gauche de l'écran, que vous avez vu tantôt dans le côté plus diagnostic, qui est en fait un résumé des effectifs, ensuite avec les études qu'on a faites, avec les données du MSP, et qui nous a permis, sur la carte de droite, de proposer des interventions, des aménagements et des trucs plus concrets, guidés par ces mêmes vulnérabilités-là, si on veut, par ce même diagnostic. Tout à fait. Et encore une fois, vous voyez que nous avons travaillé par secteur. Ce n'est pas juste les bâtiments de manière éparpillée, mais c'est par secteur. L'autre grande force du projet, et je sais que c'est aussi important pour l'Observatoire, c'est vraiment de travailler en co-construction avec les parties prenantes et les acteurs locaux. Alors forcément, avec la pandémie, ça a été tout un enjeu et nous avons dû être assez créatifs pour développer des ateliers avec Zoom, avec le logiciel Miro, etc. Et nous avons réussi. Vous voyez ici un de nos ateliers du 9 février 2022 où on a autant le nouveau maire que l'OBV, que la MRC, Éric Daniel Lacombe en France, Pascal Biron, forcément notre collaborateur Jonathan Hume du ministère de la Sécurité publique, et puis aussi l'équipe, ce qui permet de réfléchir, de co-construire et de comprendre aussi les enjeux. Et ça permet aussi d'apporter de la transparence vis-à-vis des stratégies à mettre en place. Bon, notre définition de la résilience, c'est vraiment de reconstruire, d'augmenter la capacité de se transformer pour renforcer les territoires et éventuellement redonner de la place à l'eau dans les zones qui sont les zones les plus à risque. Donc, vous voyez aussi avec une visée d'adhésion inclusive, qui est fondamentale, et c'est quand même un très très fort enjeu en temps de pandémie, où là, pour faire participer les citoyens, ça a pu être un petit peu plus complexe. L'autre élément très important, c'est vraiment de bien montrer cette dynamique d'implication et d'imbrication des échelles, hein, du bassin versant à la MRC, puisque c'est quand même là que tout ce qui est réglementation politique est mené, forcément la municipalité, le secteur qui doit avoir accès aux aqueducs, accès à l'eau potable. Ça peut sembler évident, mais on a quand même des enjeux au Québec de ce côté-là, avec aussi beaucoup de fosses septiques qui ne sont pas forcément au nord. Et puis le bâtiment, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut innover pour, si on reste sur place, s'assurer d'adapter le bâtiment avec une zone refuge, avec une électricité en parapluie, etc., pour pouvoir être en sécurité. Donc, on a continué avec un autre atelier avec nos partenaires pour pouvoir aller vers des stratégies. Donc, vous voyez ici un certain nombre de stratégies développées par secteur, 4 stratégies avec des secteurs de renaturalisation et relocalisation en zone inondable. Stratégie 2, adaptation résiliente en zone inondable constructible. La troisième, secteur de construction résiliente en zone non inondable. Et la quatrième, secteur de consolidation, hein, sur laquelle Santiago a beaucoup travaillé, en zone non inondable, donc dans le centre-ville. On a quand même dans le centre-ville des espaces qui peuvent être consolidés. Donc, vous voyez vraiment une démarche intégrée sur l'ensemble de la municipalité avec cette carte qui montre bien les dynamiques et aussi les ambiances. Parce que l'idée, c'était de proposer des ambiances différentes pour les citoyens, puisque les citoyens ont des besoins qui ne sont pas les mêmes. Donc, on a une ambiance champêtre, on a plutôt une ambiance au bord de l'eau, on a une ambiance périurbaine, et ces ambiances, on les a créées selon aussi des questionnaires qui avaient été menés auprès de la population.
Éric Daniel Lacombe nous a aussi fait un dessin. Il travaille beaucoup sur des dessins pour montrer l'importance de la métamorphose du territoire. Et ici, c'est quand même l'importance de la place de l'eau sur cette municipalité et aussi de laisser de la place à l'eau. C'est quand même une des raisons pour laquelle Pascal Guéron était impliqué dans ce projet. Alors, stratégie, première stratégie, rapidement, Santiago, qu'est-ce que c'est que notre première stratégie? Donc, nous avons alors deux sortes de grandes stratégies, si on veut. Une qui est une espèce de renaturalisation progressive. Donc, il y a différents axes d'intervention dans cette même stratégie-là. On a l'encadrement des parcelles qui ont été libérées, dans le fond, que ce soit par inondation ou par un déménagement. Puis, la création d'espaces collectifs pour un accès à l'eau aussi pour les citoyens. Donc, au lieu de délaisser le territoire et juste opter pour un repli, on vient encadrer ce qui reste. Puis, il y a quand même beaucoup de personnes qui vont rester sur ce territoire-là sur un certain moyen ou long terme. Donc, on propose différentes interventions pour encadrer un territoire inondable. Tout à fait. Donc vraiment, renaturaliser et puis donner accès, parce qu'on se rend compte même au Québec que quand même, on n'a pas toujours accès à l'eau et cet accès collectif est important. Donc vous voyez ici, encore une fois, renaturalisation, relocalisation pour la terrasse Robillard avec la possibilité d'avoir une vue sur l'eau, d'aller se balader au bord de l'eau, d'avoir cet accès qui avant éventuellement était privé. Stratégie 2, secteur d'adaptation résiliente en zone inondable. Donc, vous voyez ici, on a travaillé avec Architecture sans frontières. On continue, on a un projet aussi avec eux pour justement réfléchir à l'adaptation du bâtiment avec les 3 stratégies, éviter, résister, céder, parfois des stratégies mixtes quand on peut rester en zone inondable constructible. Et puis aussi, travailler avec les opportunités des dents creuses. Hein. Et c'est bon, mitage veut dire dents creuses plutôt au Québec. Et l'idée, c'est vraiment les parcelles qui ont été déconstruites, de les utiliser pour, encore une fois, donner l'accès à l'eau à la population. Donc, parfois, les citoyens qui sont restés nous disent, oui, mais nous, on ne veut pas avoir trop de passages devant notre maison, notre parcelle. Donc, c'est pour ça qu'on a mis des haies. Là, les architectes du paysage, on a quand même travaillé beaucoup avec une équipe, Amy Oliver, par exemple, qui a participé avec nous à faire ces propositions et justement des propositions qui répondent aussi aux inquiétudes, aux questionnements des citoyens. Quand on parle de notre 3e stratégie, je vous rappelle, ici, on est en zone non inondable. Et là, on a vraiment travaillé avec la MRC, avec la municipalité pour aller chercher des parcelles qui pourraient être reconstruites ou construites. Par exemple, des îlots déstructurés. Et ici, vous avez une ambiance champêtre, l'ambiance champêtre pour les citoyens qui auraient envie de se relocaliser, mais de se relocaliser dans une ambiance entourée d'arbres, par exemple. Ici, on a une autre ambiance. Une deuxième ambiance qui est plus axée sur l'accès à l'eau. Donc, on parle ici un peu d'un secteur qui se trouve au nord de la rue Fournier. Donc, c'est un milieu, un endroit de la municipalité qui est assez construit. On se retrouve ici dans un coin de rue où est-ce qu'on a présentement, il y a un restaurant, par exemple, sur le bord de l'eau, au milieu de l'image. Donc, on a essayé de végétaliser encore une fois, rendre le tout juste plus invitant pour la population. Puis, comme disait Isabelle tantôt, d'encadrer les accès à l'eau. Absolument, et toujours en intégrant des infravertés bleus. Et puis aussi, ici, vous voyez, un secteur de construction, l'ambiance périurbaine, en intégrant aussi le côté social. Donc, ça, vous ne pouvez pas le deviner, mais on vous le dit. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir aussi un logement plus multigénérationnel, où on assure aussi que une population qui pourrait être plus défavorisée ait accès, donc avec du locatif, forcément du résidentiel, puis aussi de quelque chose, des loyers qui soient plus abordables et encore cet accès à l'eau, puisque c'est quand même une des forces de Saint-André-d'Argenteuil. On finit avec notre 4e stratégie qui est vraiment la consolidation résiliente. Donc, comme on a abordé dans le début de nos interventions, on voulait aussi attaquer d'autres problématiques ou miser sur les opportunités de la municipalité. Et au lieu de s'attarder que sur les zones inondables, qui est déjà un travail immense, on voulait proposer des options aussi de consolidation, par exemple, un centre-ville qui est déjà très existant avec une panoplie de services et de commerces, mais qui pourrait toujours bénéficier d'un réaménagement encore plus inclusif, si on veut. Donc, on propose tout type de nouveaux volumes, par exemple, des accès par voie cyclable, ainsi que des aménagements plus inclusifs de l'eau aussi. Tout à fait. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait une personne de Vivre en Ville dans l'auditoire, mais on a évidemment aussi des principes de Vivre en Ville avec multi-usages. Vous voyez plutôt une boulangerie au premier étage
Et puis, dans les autres étages, plutôt du résidentiel, marchabilité, mobilité active. Donc, forcément, ce qu'on veut, c'est avoir un centre-ville qui redevienne attractif avec des pharmacies, avec vraiment des magasins dont la population a besoin. Voilà. Donc, vous pouvez voir que ce projet est autant un projet qui a permis de réfléchir à du quantitatif, à des nouveaux indicateurs en termes de résilience, qu'une mise en œuvre de la réflexion avec des stratégies. Et puis là, on en est allé un petit peu plus loin. On va voir éventuellement pour voir comment est-ce que tout cela peut se concrétiser réellement. Avant de passer aux questions-suggestions, je voulais vous présenter l'équipe parce que c'est quand même fondamental. C'est quand même une équipe avec Santiago, Aglaé Caso, qui est agente de recherche, Esther, Martin, Sarah, Anne-Laure, Lise, Emmanuel, Jocelyne, Amy, Charles-Antoine et une autre Héloïse. Très important, un travail d'équipe et aussi avec les collaborateurs. Comme je dis toujours, sans équipe, on n'y arriverait pas. C'est notre force. Merci beaucoup et donc maintenant, on attend vos questions. Merci. Hop. Je trouve un parallèle intéressant entre ce que j'ai vu là et ce qu'on a vu hier, dans la mesure où on se disait, d'une certaine façon, grâce à la pandémie, on a pu faire des choses qu'on n'aurait pas fait autrement, mais qui n'avaient pas nécessairement pour objectif et pour résultat d'augmenter la résilience aux pandémies. Puis on pourrait dire un peu la même chose grâce aux inondations. On fait des choses qu'on aurait peut-être pas fait autrement. On déménage des gens dans le centre-ville, par exemple, alors qu'ils n'auraient peut-être pas fait autrement. Est-ce que dans les municipalités, cet aspect-là, il est considéré aussi autant, disons, que la protection contre les inondations? Il faut voir là des occasions. Écoute, c'est vraiment très intéressant comme question et important. En effet, très souvent, quand on a une crise, ça va être l'opportunité de réfléchir et de réfléchir différemment. Là, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que ce projet fait aussi partie d'un grand chantier. Il y a un chantier énorme actuellement au Québec des ministères, le MELCC, le MAMAGE, le MSP, pour apporter des nouvelles stratégies et les financer. On sait qu'il y a des bureaux de projet qui sont construits, qui sont développés. Et l'idée, c'est d'aller justement financer des projets de résilience. Et les projets de résilience, on va éviter forcément de construire plus de digues, à moins que ce soit complètement essentiel et en système, et on va aller plus vers ce type d'aménagement. Ce qui est très important, c'est de le faire en co-construction pour que ce soit compris aussi, parce qu'on sait très bien que la relocalisation, c'est très difficile quand même pour un citoyen d'éventuellement abandonner sa maison, abandonner son passé. Et donc, il faut vraiment accompagner, réfléchir ensemble pour voir quelles sont les meilleures stratégies. Mais comme tu le dis, actuellement, c'est l'occasion de vraiment d'innover et d'être audacieux tant au niveau des bâtiments, de l'architecture. Donc, c'est pour ça qu'on collabore avec Architecture sans frontières. Puis ensuite, au niveau de l'architecture du paysage et de l'urbanisme, c'est absolument passionnant. Et sans oublier le côté hydraulique, parce que sans les hydrauliciens, on aurait du mal. Donc après, l'autre côté aussi qui est intéressant, c'est le côté financier. Aller chercher le secteur immobilier pour avoir l'audace de mettre en place certaines de ces propositions et puis de montrer que c'est possible aussi au Québec parce qu'on voit cette mise en œuvre à l'international, on le voit en France, faisons-le au Québec. Moi, j'aurais peut-être une question là-dessus sur les exemples internationaux et les exemples aussi où on peut aménager puis occuper l'espace inondable en construisant. C'est un peu un paradoxe, à quelque part, d'aller dire, bon, les gens sont tellement attachés à leur quartier, tellement attachés à l'eau, au paysage, on va créer des lotissements où on va créer des formes urbaines qui sont inondables, mais habitables. Alors attention. Là, un danger, c'est ça, de dire c'est une solution qui pourrait être récupérée par des promoteurs ou par certaines municipalités. Mais c'est pour ça déjà que le MELCC est en train de mettre en place un cadre réglementaire très rigoureux qui renforce aussi les normes. L'idée n'est surtout pas d'augmenter le risque ni d'augmenter la vulnérabilité. Et donc, on ne va surtout pas sur des territoires trop à risque. C'est pour ça qu'on commence par ce fameux diagnostic. Et si c'est un risque élevé, même un risque moyen, on n'a pas de projet. Ce serait dans un risque faible. Et quand on regarde le projet, par exemple, de Matra,
avec Éric Daniel Lacombe, en fait, il a apporté beaucoup de prudence et il a même mis 30 cm plus haut que la cote 100 ans pour s'assurer que ce soit pas inondé. Donc, c'est évident que ces nouveaux quartiers, déjà, ils doivent avoir c'est une localisation centrale, il faut qu'ils aient quand même beaucoup d'aménités, il faut qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'on reconstruit là. Et ensuite, c'est évident qu'on ne peut surtout pas construire dans une zone qui soit une zone à risque moyen ou élevé. Ça, ça fait partie vraiment des indicateurs et des paramètres de base. Parce que ça pourrait peut-être amener, c'est-à-dire que les indicateurs que vous avez amenés, c'est super intéressant parce que on comprend très, très bien que les scénarios sont basés sur des données probantes. Oui. Mais l'inverse pourrait être fait, c'est-à-dire d'utiliser ces données-là pour plutôt construire ou vouloir développer ou maintenir ou rénover avec des scénarios ou des contre-scénarios. Mais disons que ça serait plus le risque qui est en jeu que... Mais disons que la réglementation ne le permettrait pas. Ouais. Et aussi, parce que c'est pour ça qu'on montre la dangerosité, et puis même par rapport aux finances et au dédommagement. C'est évident qu'on a quand même tous ces mécanismes qui se mettent en place pour favoriser une démarche intelligente. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut accompagner le citoyen, il faut accompagner la municipalité pour leur faire comprendre qu'est-ce qu'une bonne adaptation et qu'est-ce qu'une adaptation qui finalement les met plus en danger. On a vu des citoyens, parce qu'on a là, on a montré le projet à Merzim, on a un autre projet qui permet de faire des diagnostics de vulnérabilité à l'échelle des bâtiments. Et on s'est rendu compte que même à Saint-André d'Argenteuil, on a des citoyens qui ont posé des gestes, ils pensent qu'ils se sont adaptés, alors que non. Et en fait, ils se mettent même plus en danger parce qu'ils ont un faux sentiment de sécurité. Ouais. Et c'est là qu'il y a tout l'accompagnement avec la communication du risque, qui est un autre volet là, que porte aussi Aglaé Cazot, parce que ça doit s'accompagner de toute cette démarche de prise de conscience, finalement, du risque inacceptable. Il y a un niveau de risque, il y a des seuils qu'on ne peut absolument pas dépasser et on ne peut pas mettre les populations en danger. Alors là, il y a un défi aussi d'articulation de la réglementation. Tout à fait, et du suivi de cette réglementation. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est en train de se faire, la démarche est en train de se faire. Et puis, moi, je suis quand même très encouragée par le fait que, justement, il y a quand même un énorme chantier, beaucoup de travail en cours avec les différents ministères pour mettre en place une démarche qui va être une démarche intelligente et, à mon avis, porteuse. Je pense que le Québec, dans le futur, va pouvoir être pris en exemple. Super. Merci beaucoup. Merci.